C'est un procès qui a passionné le Nouveau-Brunswick. Il faut dire que tous les éléments sont réunis. Un milliardaire sauvagement assassiné dans son bureau, son fils, accusé et trouvé coupable du meurtre dans un premier procès devant le jury. Un deuxième procès a lieu et cette fois, un juge, pas un jury, trouve l'accusé non coupable du meurtre de son père. C'est l'affaire Holland, du nom de Dennis Holland, le fils, trouvé non coupable du meurtre de son père Richard Holland, qui a fait fortune, entre autres, avec la bière Moosehead dans les Maritimes. Donc, c'est une famille extrêmement connue dans les Maritimes. Deborah Detomasis est avocate criminaliste. Elle est avec moi en studio pour essayer de nous faire comprendre ce qui a bien pu se passer parce que Dennis Holland, donc le fils de Richard Holland, la victime, visite son père le jour du meurtre. Il est la dernière personne à le voir vivant. Il a 4 petites gouttelettes de sang sur son veston, sur sa veste, qui correspondent à l'ADN de son père. Oui. Comment ne peut-il pas être coupable du meurtre? Il y a plusieurs éléments qui ont été analysés par le juge et je vous dis, c'est un jugement qui est extrêmement long et qui décortique à peu près tout ce qu'il peut y avoir comme preuve dans le dossier. En gros, c'est que la poursuite, sa théorie, c'est ça ne pouvait être que lui. Hein? L'opportunité faisait que c'était le seul possible et ça devait être lui. Le fils avait des dettes en plus envers son père. Oui, c'est ça. C'est un peu l'histoire de cette famille multimilliardaire des Maritimes. En fait, je pense l'une des plus riches. Le fils qui, lui, a des problèmes financiers, divorce, son père lui prête de l'argent. Le père, Holland, a une maîtresse. Lui, semble mécontent de la situation. Et le soir des événements de juillet 2011, se présente voir son père à 3 reprises. La théorie de la poursuite, c'est qu'il allait y aller une première fois pour lui parler, une deuxième fois pour lui demander de l'argent, qui, semble-t-il, selon la théorie de la poursuite, lui a été refusé, et serait revenu une 3e fois pour, finalement, sous une rage incompréhensible, a tué son père. Et on parle quand même de 45 coups au niveau du crâne. Donc, c'est pas le 45e coup qui a tué M. Holland père. Donc, on parle d'un crime passionnel extrêmement violent. Par contre, lorsqu'on commence à regarder la preuve et qu'on lit le jugement de M. Morrison, de Justice Morrison, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait tellement de sang sur la scène de crime qu'il est impossible pour l'assaillant d'avoir que 3 à 4 gouttelettes de 3 mm chaque. Ouais. Que ce veston-là a été nettoyé par un nettoyeur et que les 2 nettoyeurs, les 2 personnes, ont été interrogés et eux disent, nous avons analysé le veston en question et il n'y avait rien d'apparent. Alors, ça, c'est une des choses. Il y a également le fait qu'on découvre seulement peu de temps avant, un policier, peu de temps avant son témoignage à l'enquête préliminaire. Donc, on parle très longtemps dans le temps, va réaliser qu'il y a peut-être un footprint, une trace de pied près de la tête de M. Holland père et qu'on constate que c'est pas, ça ne peut pas être consistant avec les pieds de son fils. Ah oui. Alors, il y a plein de choses. Là, donc, c'est la notion de doute raisonnable à ce moment-là? C'est ça qui entre en ligne de compte pour acquitter? Oui. C'est quoi le doute raisonnable? C'est toujours un peu complexe d'expliquer le doute raisonnable. C'est pas l'absolu, mais c'est pas loin. C'est pas peut-être. C'est difficile à expliquer, mais en même temps, c'est... Dès qu'on a un doute qu'il l'a commis, le juge doit l'acquitter. Dès qu'il y a un doute qui est soulevé. C'est comme quand O.J. Simpson essaye le gant là, dans son fameux procès puis que ça ne marche pas. Il y a peut-être un doute raisonnable qui s'instaure dans l'esprit. Exactement. Puis dans ce cas-ci, ça a été vraiment un dossier de doute raisonnable où est-ce qu'il y avait 2 versions possibles. La version de la poursuite puis la version de la défense. Puis dans ce cas-ci, Dennis Holland, donc le fils, a témoigné. Donc le juge n'a pas le choix, lui, de prendre les jugements de la Cour suprême dans R contre WD. C'est le jugement clé qui dit, voici, si je crois l'accusé, je crois la preuve qui est amenée par la défense, je dois l'acquitter. Parce que le juge a dit il y a des faiblesses dans le témoignage de l'accusé, il y a beaucoup d'éléments pour l'impliquer, mais je ne peux pas accepter la version de la couronne telle qu'elle est présentée, donc sans doute raisonnable. En même temps, Mme Detomasis, moi je ne comprends pas. Il y a un jury, il y a quelques années, donc 12 pères de Dennis Holland, qui l'ont trouvé coupable avec la même preuve présentée devant eux. Comment ça se fait qu'un jury le trouve coupable puis un juge le trouve non coupable? Bon. Ce qui est difficile avec un jury, c'est qu'on n'a pas accès à leur délibéré. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont dans leur chambre de délibéré, ce qui se décide là, on n'aura jamais accès à ça. Alors que le juge, nous a produit 146 pages de décision où est-ce qu'il décortique et qu'il explique tout
Il n'y a pas une roche qui n'a pas été soulevée à savoir pourquoi lui arrive à la conclusion en droit et en fait qu'il est impossible pour lui de conclure hors de tout doute raisonnable que Dennis Alden est coupable du meurtre de son père. Mais est-ce qu'il y a une dynamique qui peut s'installer? Parce que le jury, c'est monsieur et madame tout le monde, Exact, dans le fond. exact. Des citoyens ordinaires qui doivent faire leur travail de juré, pardon. Eux, ils n'ont pas la même vision, finalement, que le juge. Ils n'ont pas le même bagage ou d'expérience que le juge non plus. Alors, comment un jury fonctionne? C'est-à-dire, quelle est la dynamique qui peut s'installer à l'intérieur d'un jury dans un procès comme celui de M. Alden? Écoutez, prenez 12 personnes qui ne se connaissent pas, ou qui peuvent peut-être avoir de connaissances en commun. Saint-Jean peut être une petite région. Mettez-les ensemble, confinez-les à une chambre et on leur dit, vous ne pouvez pas sortir tant que vous venez à une décision unanime. Tout est possible. Hein? Mettez 12 personnes que vous ne connaissez pas, mettez-les ensemble, oui. Tout est possible. Et il y a des dynamiques qui vont s'installer, c'est certain. Je ne sais pas si... en fait, j'imagine que la stratégie de la défense a été gagnante dans ce cas-ci au deuxième procès, mais c'est clair qu'ils n'ont pas nécessairement fait exactement la même chose parce que, clairement, ça n'a pas fonctionné la première fois. Donc, et ils ont eu l'avantage d'avoir eu déjà les gens qui ont témoigné. Donc, ils avaient accès à leurs témoignages. Donc, ils ont pu Travailler autour de ça en disant, si ça n'a pas fonctionné la première fois, qu'est-ce que je peux faire la deuxième? Donc, la défense, de toute évidence, a perdu son pari quand il y a eu un procès devant juge et jury la première fois, a gagné son pari d'une certaine façon parce que c'est un juge qui a mené le deuxième procès. Qui décide si c'est devant juge et jury ou devant juge seul? Bon, dans les accusations de meurtre, c'est habituellement toujours devant juge et jury. Et s'il y a une décision à l'effet qu'on veut aller devant juge seul, ça doit être de consentement des deux parties. Donc, la couronne, en principe, a consenti à ce que ce soit un juge seul qui entende le deuxième procès, dans ce cas-ci. Oui. Puis ça peut être pour des raisons aussi parce qu'il y a beaucoup de preuves techniques. Qui peut être difficile à assimiler. Qui peut étourdir les jurés. Puis des fois, on n'écoute plus ou bien on n'est plus, tu sais, parce qu'il y a eu des preuves vidéo, il y a eu des preuves de tours cellulaires, de GPS, de caméras vidéo, d'ADN. Tu sais, de l'ADN, c'est pas simple à comprendre nécessairement. Là. Pas parce qu'on a de l'ADN de quelqu'un sur soi qu'on l'a tué, mais je peux avoir votre ADN sur moi parce que j'ai passé à côté de vous un peu plus tôt. Donc, vous ne m'avez pas tué encore. Je vous ai pas tué, puis je vous tuerai pas, ça c'est certain. mais dernière question, les avocats, qui choisit les membres du jury? Parce que là, on voit souvent au palais de justice des files de gens à qui on demande de devenir jurés. Il doit y avoir une sélection qui se fait. Les avocats doivent chercher un type particulier de jury. Oh, écoute, il y a toutes sortes de théories sur quel genre de personne serait comme le plus... Tu sais, on analyse un peu notre dossier, on dit, bon, quel genre de personne? Est-ce que je veux un ingénieur parce qu'il pense de telle façon? Est-ce que je veux une mère de famille parce que je veux quelqu'un de sensible? Mais quand vous défendez quelqu'un, vous voulez un jury sympathique à votre client. Bien, tout dépend du type de cause qu'on a. C'est drôle à dire, mais quel type de meurtre, si c'est un meurtre, si c'est une agression sexuelle? On va chercher ce que nous, on pense, puis c'est ésotérique à quelque part, quel type de personne serait justement plus à l'aise avec notre client. Et pour choisir un juré, il faut le consentement de l'avocat de la couronne, par exemple? Non, un juré, c'est automatique pour un meurtre, mais lorsque les candidats défilent, alors il y a quelques petites questions qui leur sont posées. Dépendamment à qui est le tour, la poursuite peut dire qu'il est satisfait du candidat, la défense peut dire qu'il ne l'est pas, donc la personne est exclue, mais on a un nombre précis d'exclusions. Ah oui, c'est vraiment comme une loterie. Non, c'est pas illimité. Et là, ça va d'un côté comme de l'autre. Et quand les deux parties sont satisfaites, la personne devient candidat juré. Elle devient... donc, elle est assermentée à partir de ce moment-là de rendre justice au meilleur, de faire son travail de jury. Est-ce que vous savez si ça peut aller en appel, cette décision-là? Si ça peut aller en appel, c'est la poursuite qui va décider si elle peut y aller. Ils ont 30 jours, c'est ça? Ils ont 30 jours. Je dois vous dire qu'ils auront un énorme travail à faire. C'est vraiment... j'ai passé l'après-midi à lire le jugement. C'est vraiment extrêmement étoffé. Comme je vous dis, il n'y a pas une roche qui n'a pas été tournée pour analyser tous et chacun des éléments. Le juge Morrison a fait tout un travail, ça c'est clair. Salutations au juge Morrison. Oui. Madame Des Thomasis, merci. Merci à vous.